Une puissante explosion de rayons gamma d'une demi-seconde seulement a eu lieu. Et elle a libéré une énorme quantité d'énergie. C'était plus que notre Soleil pourrait produire en 10 milliards d'années. Ce bref flash a illuminé tout le ciel. Ensuite, une lueur beaucoup plus douce et plus durable est venue le remplacer. Les astronomes ont examiné ce phénomène à l'aide de rayons X, d'ondes gamma, d'ondes optiques et d'ondes infrarouges. Il s'est avéré que l'on avait vu un magnétar qui venait de naître pour la toute première fois. Il s'est probablement formé après la fusion de deux étoiles à neutrons. Cette fusion a donné lieu à une kilonova, l'une des plus brillantes et des plus grandes explosions stellaires. Sa lumière a finalement atteint notre planète le 22 mai 2020. Imagine une énorme étoile, au moins 5 fois la masse de notre Soleil, qui arrive à la fin de sa vie. Cela peut être dû au fait qu'elle n'a plus de combustible nucléaire. Si c'est le cas, l'étoile commence à se refroidir. La pression à l'intérieur chute et la gravité commence à se resserrer vers l'intérieur. Et soudain, plus d'1 million de fois la masse de notre planète s'effondre en 15 secondes. Cela se produit si rapidement qu'une énorme onde de choc fait exploser la partie extérieure de l'étoile. Cela produit un éclat de lumière aveuglant. Cette puissante explosion s'appelle une supernova. Ce qu'elle laisse derrière elle est un noyau incroyablement dense entouré d'un énorme nuage de gaz chaud appelé nébuleuse. Si l'étoile est suffisamment grosse, plus de 10 fois la taille de notre Soleil, elle se transformera probablement en un trou noir. Sinon, elle se transforme en une étoile à neutrons. Il s'agit en fait d'un noyau géant, c'est-à-dire la partie centrale d'un atome. Ces étoiles sont principalement composées de neutrons et leur taille dépasse rarement les 30 km de diamètre. À titre de comparaison, notre Soleil mesure près de 1,4 million de kilomètres de diamètre, soit 109 terres mises côte à côte. Mais ne te laisse pas impressionner par cette taille relativement minuscule. Toute étoile à neutrons est au moins 1,5 fois plus lourde que notre Soleil et possède un champ magnétique très intense. Si tu devais prélever une seule cuillère à café de l'intérieur de cette étoile, cette matière pèserait plus d'1 milliard de tonnes. Cette densité est tellement forte que les étoiles à neutrons font partie des objets les plus énormes connus. Le prochain arrêt est un trou noir. Lorsque deux étoiles à neutrons fusionnent, elles en créent le plus souvent une nouvelle, beaucoup plus lourde. En quelques millisecondes ou même en moins, cette étoile s'effondre en un trou noir. Mais les astronomes qui ont examiné le flash de lumière enregistré en Mars pensent qu'il pourrait y avoir une autre issue. Ils sont presque sûrs d'avoir vu quelque chose de jamais observé auparavant, la naissance d'un magnétar. C'est une forme rare d'étoile à neutrons avec un champ magnétique ultra fort. Il est 1000 billions de fois plus fort que celui de notre planète. Ce champ est également si puissant qu'il chauffe la surface de l'étoile jusqu'à 10 millions de degrés Celsius. En d'autres termes, les magnétars sont les aimants les plus puissants de l'univers. Leurs champs magnétiques peuvent sérieusement perturber le voisinage. Les atomes qui auraient la malchance de se trouver assez près d'une étoile de ce type seraient étirés en lignes fines comme des crayons. Si tu te retrouvais à plusieurs centaines de kilomètres d'un magnétar, eh bien, franchement, ça finirait mal pour toi. Le champ magnétique perturberait d'abord ta bioélectricité. Cela signifie que tes impulsions nerveuses ne fonctionneraient plus. Même tes molécules changeraient sous l'influence du champ de l'étoile. Au final, tu disparaîtrais presque entièrement. Si un magnétar volait à moins de 160 000 km de notre planète, il effacerait les données de toutes les cartes de crédit du monde. Si tu as déjà vu des photos prises depuis un vaisseau spatial ou depuis la Station spatiale internationale et qui montrent des corps célestes éclairés par le Soleil, comme la Terre ou la Lune, tu as peut-être remarqué quelque chose qui cloche. L'espace semble trop vide. Il manque un magnifique arrière-plan rempli d'étoiles. Il semble qu'il serait très ennuyeux d'aller observer les étoiles directement depuis l'espace, puisque le ciel est toujours si sombre. Pendant la journée, le ciel au-dessus de nos têtes est bleu à cause de la diffusion de la lumière. Cela se produit lorsque la lumière du Soleil traverse l'atmosphère. Mais si tu es sur la Lune ou ailleurs dans l'espace, il n'y a pas d'atmosphère pour diffuser cette lumière. C'est pourquoi le Soleil semble toujours noir. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a moins de lumière. Si tu jetais un coup d'œil à travers un hublot de la station spatiale, tu verrais autant de lumière solaire directe que si tu regardais par la fenêtre de ton appartement pendant une journée sans nuages, peut-être même plus. Lorsque tu prends une photo par une journée ensoleillée, tu utilises probablement une courte exposition, ainsi que le réglage d'ouverture étroit de ton appareil photo. De cette façon, seule une courte rafale de lumière entre dans l'objectif. Le même principe s'applique lorsque nos pupilles se contractent à la lumière du soleil pour ne pas avoir à gérer une trop grande quantité de lumière.
Et comme il fait tout aussi clair là-haut dans l'espace, le processus est le même lorsque tu prends des photos d'objets éclairés par le soleil. En utilisant une exposition courte, tu peux obtenir de bonnes photos lumineuses de la Terre ou de la surface de la Lune. Mais cela signifie aussi qu'il n'y aura pas d'étoiles sur la photo. Même là-haut, les étoiles sont relativement ternes. Elles n'émettent pas assez de lumière pour apparaître sur les photos prises avec de tels réglages. Notre planète a un ciel bleu qui se transforme lentement en une magnifique palette rouge-orangé au crépuscule et inversement à l'aube. Mais si tu as un jour l'occasion d'observer un coucher de soleil sur Mars, tu dois t'attendre à l'inverse, un ciel diurne orange-brun qui prend une teinte bleutée au coucher du soleil. Tout d'abord, Mars est plus éloigné du Soleil que notre planète. Donc, lorsque tu regardes le Soleil depuis la surface martienne, il a l'air plus terne et plus petit. Et ce n'est pas tout. Le Soleil observé depuis Mars n'est qu'un point blanc bleuté entouré d'un halo bleu. La fine atmosphère de la planète rouge contient de grandes particules de poussière, qui créent un effet appelé diffusion de Mie. Cela se produit lorsque le diamètre des particules dans l'atmosphère est presque le même que la longueur d'onde de la lumière diffusée. Cet effet filtre la lumière rouge des rayons du Soleil. Ainsi, seule la lumière bleue atteindrait tes yeux sur Mars. Comment se fait-il que la Terre n'ait pas d'anneau ? Toutes les géantes gazeuses de notre système solaire, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, ont de tels anneaux, alors que les planètes telluriques, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, n'en ont pas. Il existe deux théories sur la façon dont les anneaux peuvent apparaître autour d'une planète. Ils pourraient n'être que des restes de matériaux datant de l'époque où la planète se formait. Ou bien ils pourraient être les restes d'une lune qui a été détruite par une collision avec un corps spatial ou déchirée par la forte attraction gravitationnelle de sa planète mère. Les géantes gazeuses se sont formées dans les régions extérieures de notre système solaire, tandis que toutes les planètes telluriques se trouvent dans la partie intérieure. Alors, peut-être que les planètes intérieures étaient mieux protégées des collisions potentielles qui auraient pu former leurs anneaux. Il y a aussi plus de lunes dans les régions extérieures de notre système solaire, ce qui pourrait être une autre raison pour laquelle les planètes qui s'y trouvent ont des anneaux. De plus, les planètes plus grosses ont une gravité plus forte. Cela signifie qu'elles peuvent maintenir leurs anneaux stables après leur formation. Certains experts pensent que la Terre avait un système d'anneaux il y a longtemps. Un objet de la taille de Mars a pu entrer en collision avec notre planète mère, ce qui a probablement créé un anneau dense de débris autour d'elle. Certains scientifiques pensent que ces débris n'ont pas formé un anneau, mais ce que nous connaissons aujourd'hui comme la Lune. Une planète géante se cache probablement au bord du système solaire, bien au-delà de Neptune. Les scientifiques ont baptisé ce mystérieux monde hypothétique la planète 9. Si elle existe vraiment, elle est probablement similaire à Uranus ou Neptune et 10 fois plus massive que notre planète. Elle tourne probablement autour du Soleil, mais dans les confins du système solaire, environ 20 fois plus loin que Neptune. Une autre théorie intéressante stipule que la planète 9 pourrait en fait être un trou noir de la taille d'un pamplemousse, qui déforme l'espace comme le ferait une grande planète. Alors que nous pensions autrefois que l'eau était une substance rare dans l'espace, elle existe en réalité partout dans notre système solaire. Par exemple, on peut en trouver dans les astéroïdes et les comètes, ainsi que dans les cratères de la Lune et de Mercure. Nous ne savons toujours pas s'il y a assez d'eau pour faire vivre d'éventuelles colonies humaines si nous décidions de nous y installer. Mais une certaine quantité d'eau est certainement présente là-bas. Mars abrite aussi de l'eau au niveau de ses pôles. Elle est principalement cachée dans les couches de glace et probablement sous la surface poussiéreuse de la planète. Europe, la lune de Jupiter, a aussi de l'eau. C'est la candidate la plus probable que nous connaissions pour accueillir la vie en dehors de la Terre. Il y a probablement tout un océan d'eau liquide sous sa surface gelée, et il pourrait d'ailleurs contenir 2 fois plus d'eau que tous les océans de la Terre réunis. Neptune est étonnamment chaude, même si elle est 30 fois plus éloignée du Soleil que notre planète et reçoit moins de lumière solaire et de chaleur. Mais elle émet beaucoup plus de chaleur qu'elle n'en reçoit. Son atmosphère est aussi beaucoup plus active qu'on ne le pensait, surtout si on la compare à sa voisine, Uranus. Ces deux planètes émettent la même quantité de chaleur, même si Uranus est beaucoup plus proche du Soleil. Mais personne ne sait pourquoi. Neptune a aussi des vents extrêmement forts qui peuvent atteindre une vitesse de 2400 km/h. Pourrait-il être responsable de cette chaleur? Ou peut-être est-ce à cause du noyau de la planète? Ou de sa force gravitationnelle? Un trou noir monstrueux fonce dans l'espace à une vitesse de 8 millions de km/h. Les scientifiques l'ont localisé grâce au télescope spatial Hubble. Ils pensent qu'il pèse autant qu'1 milliard de soleils. Il était censé rester à sa place au centre de sa galaxie d'origine, mais des forces gravitationnelles le poussent dans tous les sens.
À un moment donné, ce trou noir va se libérer de sa galaxie et continuer à errer dans l'univers. Heureusement, il est encore à 8 milliards d'années-lumière de nous. Les tempêtes solaires sont si puissantes qu'elles pourraient nous plonger dans le noir complet. En juillet 2012, la tempête solaire la plus puissante des 150 dernières années a manqué la Terre de peu. Les éjections de masse coronale, ou CME, sont de grandes bulles de gaz ionisées. Elles ont traversé notre orbite à l'époque. Si elles avaient eu notre planète pour cible directe, nous aurions fait face à de la matière solaire fonçant vers la Terre, endommageant les ordinateurs et provoquant des pannes de courant qui auraient duré des mois. Une tempête solaire surprise nous a frappé le 25 juin 2022. Un photographe a même réussi à capturer de superbes aurores lumineuses qui ont traversé le ciel de l'aube à Calgary, au Canada, et qui ont duré 5 minutes. Elles ont été provoquées par la tempête. Les étoiles vampires existent vraiment. Elles font partie d'un système d'étoiles binaires, et elles peuvent littéralement aspirer la vie de l'autre étoile du système, afin de continuer à brûler plus longtemps. Le principe est simple. Une étoile plus petite et de plus faible masse vole le carburant hydrogène de sa sœur pour augmenter sa propre masse. Cette étoile vampire devient alors plus chaude. De plus, sa couleur passe au bleu vif. Ainsi, elle a l'air beaucoup plus jeune. La couleur de l'univers est surnommée l'AT cosmique. La lumière provenant des galaxies et des étoiles qui s'y trouvent, ainsi que des nuages de gaz et de poussière dans l'univers observable, a une couleur spécifique. C'est une teinte ivoire assez proche du blanc. L'univers est beige car il y a davantage de zones qui produisent de la lumière verte, jaune et rouge que de zones qui émettent du bleu. Bételgeuse, une supergéante rouge. Cette boule de plasma en ébullition est l'une des plus grandes étoiles de notre galaxie et l'une des plus brillantes. Elle est 500 fois plus grande que le Soleil, mais elle est en état de pulsation, ce qui fait qu'elle grossit et rapetisse. À son apogée, elle fait 800 fois sa taille moyenne. Si cette étoile était une corbeille, elle pourrait contenir environ 300 millions de soleils, alors que son poids n'est que 17 fois supérieur. Et là, à environ 500 années-lumière, se trouve la Terre. Nous lançons notre vaisseau spatial et entamons notre voyage vers Bételgeuse. En quelques secondes, nous avons déjà parcouru 390 000 km et nous sommes près de la Lune. Cette distance représente 9,5 fois le tour de la Terre. Une navette spatiale actuelle propulsée par une fusée aurait mis 3 jours pour arriver jusqu'ici. Nous sommes maintenant près de Mars. Le vol vers la planète rouge dure généralement 7 mois. Plusieurs rovers sont actuellement à l'œuvre ici, ainsi que le tout premier drone volant Ingenuity. La surface de Mars est 3 fois plus petite que celle de la Terre, mais la planète est également 10 fois plus légère. On espère bientôt y envoyer une colonie humaine. Juste au-delà de Mars, nous devons esquiver de nombreuses roches spatiales. C'est la ceinture d'astéroïdes. Elle contient des débris et des objets spatiaux de taille et formes différentes. Le plus gros d'entre eux est Cérès. Sa surface est légèrement plus grande que la superficie de l'Argentine, et son poids représente environ 1% de celui de la Lune. Le poids total de toute la ceinture d'astéroïdes est 25 fois inférieur à celui de la Lune. Ensuite, nous passons devant les géantes gazeuses Jupiter et Saturne. Ce sont les plus grandes planètes du système solaire. Ce sont aussi les plus lourdes, même si elles n'ont pas de surface solide. Ensuite, nous passons par Uranus et Neptune. On les appelle géantes de glace. Et à l'extrême limite du système solaire, nous voyons Pluton. Elle était autrefois considérée comme une planète à part entière, mais elle a été retirée de la liste. Nous voilà maintenant à 7 milliards de kilomètres de notre maison. Il a fallu à la sonde spatiale New Horizons environ 9 ans pour arriver jusqu'ici. Accroche-toi à ton siège, on va accélérer. Nous traversons la ceinture de Kuiper. Il y a beaucoup d'astéroïdes et de blocs de glace ici. Ce sont les matériaux de construction les plus anciens de notre système solaire. Il y a plusieurs milliards d'années, notre monde ressemblait à un nuage de ces astéroïdes. Nous continuons notre voyage et atteignons le bord du système solaire, l'héliosphère. Nous nous sommes déplacés jusque-là grâce au vent solaire, mais il commence à ralentir car il entre en collision avec le vent interstellaire et se réchauffe. C'est ce qu'on appelle le choc terminal. La sonde spatiale Voyager 1 a atteint ce point en décembre 2004. Nous arrivons maintenant là où l'héliosphère se termine et où l'espace interstellaire commence. C'est l'héliopause. En 2012, Voyager a franchi cette limite et est devenu le tout premier objet fabriqué par l'homme à atteindre l'espace interstellaire. Mais le message de Voyager rapportant cet événement est arrivé sur Terre près d'1 an plus tard, en raison de l'énorme distance. Il a fallu 35 ans à Voyager 1 pour parcourir tout ce chemin.
Et la voilà. Cette sonde est aussi longue qu'une voiture et fait le poids de 2 motos. Il y a une plaque en or sur sa coque. C'est un message de l'homme aux potentielles civilisations extraterrestres. Elle contient des images de paysages terrestres, des enregistrements de voix humaines et notre ADN. Voyager est opérationnel depuis 43 ans et a parcouru plus de 22 milliards de kilomètres. Cela équivaut à 152 fois la distance entre la Terre et le Soleil, et elle continue de filer dans l'espace à plus de 60 000 km/h. Nous voilà maintenant près de l'étoile la plus proche de notre système solaire, Proxima Centauri. Nous sommes si loin de chez nous que même la lumière a besoin de plus de 4 ans pour parcourir cette distance. Avec une navette normale, ce voyage aurait duré 73 000 ans. La raison pour laquelle nous voulions nous rendre ici était la présence d'une planète semblable à la Terre appelée Proxima Centauri b. Elle est 10 fois plus grande que la Terre et légèrement plus lourde. Elle se trouve dans la zone habitable de son étoile hôte. Cela signifie que de l'eau à l'état liquide pourrait se trouver sur cette planète et que la vie pourrait s'y développer. Mais cette étoile produit occasionnellement des éruptions. Récemment, sa luminosité a été multipliée par près de 1000. Elle a émis tellement de radiation que toute forme de vie aurait cessé d'y exister. Nous voilà maintenant à plus de 8 années-lumière de la Terre. L'étoile la plus brillante de notre ciel nocturne est Sirius. Elle est si brillante qu'on peut même la voir pendant la journée. Mais en réalité, il y a 2 étoiles, Sirius A et B, qui orbitent autour d'un centre de gravité commun. Ces étoiles se déplacent vers notre système solaire à près de 8 km par seconde, soit la vitesse maximale d'une supercar haut de gamme. Stop! Nous sommes arrivés près d'une planète potentiellement habitable, à 39 années-lumière de la Terre. C'est TRAPPIST 1d. Son étoile hôte est une naine blanche. C'est une étoile froide, 10 fois plus petite et plus légère que le Soleil. Il y a 7 planètes autour d'elle, mais TRAPPIST 1d est la plus similaire à la Terre. Elle est seulement 30% plus petite et 3 fois plus légère. Mais sa surface est rocheuse et la température y est de 9 degrés Celsius. On s'y sent bien avec une petite laine. Il pourrait même y avoir une atmosphère, des montagnes et des océans, ce qui veut dire que cette planète pourrait accueillir une colonie humaine. Mais il faudrait 677 000 ans pour y arriver avec des navettes traditionnelles. Et voici notre objectif principal, Bételgeuse. Il faudrait près de 8,7 millions d'années pour y arriver avec une navette spatiale actuelle. Cette étoile est si grande qu'à côté, notre vaisseau ressemble à un grain de sable. Remontons le temps pour voir ce qui est arrivé à cette étoile. Il y a d'abord eu une magnifique nébuleuse. C'est un nuage de poussière et de débris spatiaux qui s'est progressivement comprimé sous son propre poids. Une réaction nucléaire s'est alors formée en son cœur et boum, une étoile est née. Au début, Bételgeuse était chaude et très massive, mais elle ne s'est pas étendue et est restée stable. Observons son cœur. Les réactions nucléaires dans le cœur de l'étoile créent beaucoup de chaleur et d'énergie. Cela produit une force, poussant les parois de l'étoile vers l'extérieur, ce qui provoque son expansion. Mais en même temps, l'étoile est très lourde, donc sa gravité exerce une pression sur elle depuis l'extérieur. Lorsque ces 2 forces sont équilibrées, l'étoile reste stable. Mais avec le temps, toute étoile perd son combustible, l'hélium et l'hydrogène. Des éléments plus lourds du noyau se joignent alors à la réaction nucléaire. En brûlant, ils libèrent plus d'énergie que la gravité ne peut en contenir. L'étoile commence alors à s'étendre. C'est ce qui arrive à Bételgeuse. Elle est déjà si grande que si on la plaçait au centre de notre système solaire, son bord toucherait la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Bételgeuse va continuer à s'étendre jusqu'à épuiser complètement son carburant. Puis, la gravité l'emportera, sa taille diminuera, puis elle fera un énorme boom. Son explosion, ou supernova, sera si aveuglante que Bételgeuse brillera plus que notre Lune. Heureusement, la Terre est trop éloignée pour que cette explosion puisse ennuyer l'homme. Le fort courant de matière qui sera éjecté lors de l'explosion n'atteindra le système solaire que 6 millions d'années plus tard. Puis, le vent solaire arrêtera ce flux, donc nous ne risquons rien. Bételgeuse est susceptible d'exploser à tout moment au cours des 10 000 prochaines années, bien que des scientifiques pensent que cela n'arrivera pas avant 100 000 ans. Revenons juste avant l'explosion de Bételgeuse. Il peut y avoir un autre scénario plus intéressant.
La gravité pourrait comprimer son noyau massif avec une telle force qu'un trou noir se formerait à sa place. Les trous noirs sont ce qu'il y a de plus lourd dans l'univers. Ils ont une force gravitationnelle incroyable dont même la lumière ne peut échapper. Le trou noir de Bételgeuse commencerait à aspirer la poussière cosmique et les restes de l'étoile. Tous ces débris, ainsi que la lumière des autres étoiles, se retrouveraient prisonniers jusqu'à la ligne d'horizon de ce trou noir en expansion. Pour la première fois de l'histoire, nous pourrions assister à la naissance d'un trou noir. Mais en réalité, Bételgeuse est trop légère pour devenir un trou noir, et il est plus probable qu'après son explosion, elle se transforme en une naine blanche qui s'estompera progressivement jusqu'à devenir invisible. On a voyagé loin jusqu'au noyau de la Terre et dans l'espace. Mais si l'on pouvait combiner ces aventures et découvrir ce qui se cache dans les entrailles des autres planètes et lunes du système solaire. Avec l'aide de cette hyperforeuse interstellaire, nous pouvons y parvenir, du moins en partie. Les coordonnées sont entrées, tous les systèmes sont prêts, et notre première destination est... la Lune. Notre Lune en fait. Nous atterrissons sur sa surface grise et désolée sous un ciel noir. Pas de bleu ici car il y a très peu d'atmosphère pour disperser la lumière. La foreuse se met en marche et nous traversons d'abord la couche externe de la Lune, la croûte comme sur Terre. Comme nous sommes sur la face ensoleillée, l'épaisseur de cette couche n'est que de 70 km. Mais si nous nous posions sur la face cachée, elle serait plus de 2 fois plus épaisse. La Lune est un corps rocheux, sa croûte est donc en grande partie constituée de silicium, de fer, d'aluminium, de calcium, d'oxygène et de magnésium, avec des quantités beaucoup plus faibles d'autres éléments. Plus bas, on trouve le manteau, et c'est un voyage long et fastidieux. Cette couche a une épaisseur d'environ 1400 km. Elle se réchauffe au fur et à mesure que l'on s'enfonce, et on y trouve des minéraux composites, le pyroxène et l'olivine. Ils sont composés de fer, de silicium, d'oxygène et de magnésium, dans des proportions différentes. Puis, on traverse les couches dures, et on entre dans le noyau externe semi-fondu. Un autre voyage d'environ 150 km nous attend à travers ce marécage brûlant, et on plonge dans l'océan de fer du noyau liquide. Il fait près de 100 km d'épaisseur, et le métal en fusion menace de nous vaporiser à tout instant. Mais cette foreuse a été conçue pour supporter des assauts impitoyables. Et puis soudain, on s'arrête. Dans les parties les plus profondes de la Lune, il y a un noyau de fer solide qui a une épaisseur de 240 km. On pourrait forer à travers, mais ce ne sera pas nécessaire. Alors on y place juste le drapeau, puis on passe à la planète suivante sur notre liste de forage. Et il s'agit de Mercure. Il faisait déjà chaud à l'intérieur de la Lune, mais à la surface de la plus petite planète du système, ça l'est encore plus. C'est parce qu'elle est si proche du Soleil, bien sûr. Très bien, forons. Mercure possède une coquille externe assez épaisse, qui est à la fois sa croûte et son manteau, et qui s'étend sur environ 400 km de profondeur. Ce n'est pas le voyage le plus fascinant, elle ressemble à la Terre dans plusieurs aspects. Mais ensuite, la foreuse s'arrête et s'enfonce dans une paroi métallique solide. Il s'agit du noyau de Mercure qui a un diamètre de plus de 4000 km. Il occupe 85% du diamètre total de la planète. Inutile d'essayer de forer à travers celui-ci, il est entièrement métallique et extrêmement dense. Passons à la planète suivante, et nous voici sur Mars à présent. Oh, regarde, c'est le coucher du soleil ici, et le soleil rend le ciel d'un bleu brumeux. Mais tu connais la procédure. Je veux dire, on est ici pour forer, et c'est ce qu'on va faire. La croûte de Mars est assez fine comparée à celle de la Terre, seulement 10 à 50 km de profondeur. Mais sa composition est sensiblement la même. Fer, aluminium, calcium, potassium et magnésium. C'est l'une des raisons pour lesquelles les humains cherchent à coloniser un jour la planète rouge. Elle est très semblable à la nôtre. Nous avons très vite percé la première couche, et la seconde, le manteau, se trouve maintenant devant nous. C'est une couche dure et rocheuse d'une épaisseur d'environ 3000 km. En raison de sa taille, Mars n'est plus actif sismiquement. Il n'y a tout simplement pas de magma en ébullition sous la surface de la planète, ce qui la rend silencieuse et paisible. C'est un long travail de forage, mais nous nous arrêtons finalement de manière brutale en nous heurtant au noyau, une boule de fer, de nickel et de soufre d'un diamètre de 3200 à 4200 km. Ce noyau est plus gros que celui de Mercure, mais la planète elle-même est plus grosse aussi, donc ça se comprend. Ok, notre prochain arrêt est encore plus intéressant car il s'agit de Jupiter. Cette géante gazeuse a une masse 2 fois supérieure à celle de toutes les autres planètes du système solaire réunies. Et nous avons atterri en plein milieu d'un océan.
L'océan, si j'ose dire, est le plus grand de tout le système, et il est fait d'hydrogène liquide. La foreuse passe sans problème à travers la surface de la planète, puisqu'il n'y a pas de roche ou de métal dur ici, seulement du gaz et du liquide. Mais les secousses, aïe aïe aïe, la pression sur cette planète est plus qu'énorme, elle est inimaginable. La foreuse est à peine capable de la supporter, et plus elle s'enfonce, plus la pression augmente aussi. Nous avons atteint le noyau de Jupiter et ces conditions sont presque insoutenables. La température ici est d'environ 50 000 degrés Celsius. Et le noyau lui-même n'est pas solide mais liquide, maintenu par l'immense pression de tous les côtés. La foreuse commence à vibrer de façon inquiétante. Mauvais signe. Vite, on sort d'ici avant qu'elle ne se brise. Ouf, pas de vent, pas de pression, pas de chaleur. Tout autour de nous n'est qu'un vaste désert glacé, sillonné de crêtes et de bandes rougeâtres. C'est Europe, une des lunes les plus prometteuses de Jupiter. Pendant que nous forons à travers la glace, laisse-moi t'expliquer. Europe est l'une des candidates les plus probables pour abriter une vie extraterrestre dans le système solaire. Et elle peut être trouvée juste en dessous de la coquille de glace à travers laquelle nous sommes en train de creuser. Elle n'a qu'une épaisseur de 15 à 25 km, alors qu'en dessous se trouve un énorme océan d'eau salée, 2 fois plus grand que tous les océans de la Terre réunis. Le point le plus profond de la Terre est le Challenger Deep, et il se trouve à un peu plus de 10 km de profondeur. L'océan d'Europe, quant à lui, peut atteindre jusqu'à 160 km de profondeur. Qui sait ce qui peut se cacher dans cette mer si sombre et si profonde ? Quoi qu'il en soit, on traverse rapidement cette eau et on atteint finalement le fond de l'océan. Le manteau commence ici et il est fait de roches, tout comme sur Terre. Et à peine plus profond, on trouve le noyau métallique de ce satellite. Europe est un peu plus petite que la Lune de la Terre. Il n'est donc pas très surprenant d'atteindre son centre assez rapidement. Ok, on continue et on va plus loin. Oh, je préfère qu'on fore aussi vite que possible. Regarde autour de toi, ça brûle ici. Nous sommes bien sur Io, une autre lune de Jupiter, et le monde le plus volcaniquement actif du système solaire. Regarde, ce volcan fait 2 fois la taille du mont Everest, et il est en train d'entrer en éruption. Heureusement, nous sommes déjà sous la surface d'Io, mais ça ne veut pas dire que nous sommes en sécurité pour autant. Tout est en fusion ici aussi, et principalement de couleur jaune et brunâtre à cause des énormes quantités de soufre. La puanteur doit être horrible. Bref, la caractéristique la plus particulière est que tout est toujours en mouvement sur Io, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Jupiter et ses autres lunes génèrent d'énormes forces de marée, faisant gonfler la surface d'Io de plus de 100 mètres de haut en bas, comme les plus grands tsunamis sur Terre. Sauf qu'ici, ce n'est pas de l'eau mais de la roche. Plus on s'enfonce, plus ça se calme, jusqu'à ce que l'on arrive au noyau de fer. C'est toujours chaud ici, mais au moins, il n'y a pas de tremblement et de gonflement comme au-dessus. Mettons un autre drapeau et allons au prochain point. Et ce serait bien Saturne, la 2e plus grande planète du système solaire et la plus connue pour ses anneaux spectaculaires. Pas la seule à en avoir d'ailleurs, mais nous y reviendrons. Maintenant, comme tu l'as sûrement remarqué, notre foreuse tombe simplement à travers l'hydrogène et l'hélium gazeux qui constituent la majeure partie de la surface et de l'atmosphère de la planète. Pas besoin de travailler ici, il suffit d'attendre et d'espérer que l'immense pression ne réduira pas notre foreuse en un tas de ferraille. Enfin, la pression est devenue si énorme qu'on se retrouve dans l'hydrogène liquide. Et là, on commence à plonger. Bientôt, on va atteindre le noyau solide de Saturne. Ah, nous y sommes. Il est fait de fer et de nickel et est en fait assez petit comparé au reste de la planète. Bien, une dernière destination nous attend, alors allons-y. Et nous voilà, Neptune. La foreuse déploie immédiatement des ancres car les vents sont ici extrêmement puissants. Ils atteignent des vitesses 5 fois supérieures à celles des ouragans les plus dévastateurs sur Terre. Neptune est recouverte d'une assez fine couche d'hydrogène et d'hélium, tout comme Saturne ou Jupiter. Mais en dessous, il y a bien plus que cela. Il fait chaud, il y a du vent et on se sent très seul ici, à la périphérie du système solaire. Alors, autant creuser. Sous les gaz, on trouve tout à coup une masse chaude et bouillonnante d'eau, de méthane et d'ammoniac. Ouf, ces substances sont chaudes même si Neptune est appelée une géante de glace. Ce nom vient de son noyau. Au plus profond, là où nous nous dirigeons rapidement en ce moment même, une petite boule de roche et de glace trône toute seule. Et malgré les températures ardentes du dessus, la glace en dessous reste toujours froide. Si la théorie du multivers s'avère exacte, notre réalité n'est pas la seule à exister. Ce qui semble aussi fascinant que terrifiant, n'est-ce pas ?
Bon, mais tous les scientifiques ne sont pas d'accord avec ce concept vertigineux. Et soyons honnêtes, établir un quelconque contact avec ces univers parallèles semble aussi probable que de gagner à la loterie tout en faisant du monocycle. Mais accrochez-vous bien, car ce concept étrange ne se limite plus au seul domaine de la fiction. Croyez-le ou non, un tas de théories soutiennent l'existence de ces univers parallèles. Et laissez-moi vous dire que c'est un sujet qui suscite pas mal de débats au sein de la communauté scientifique. Imaginez plutôt ceci, l'univers dans lequel nous vivons est d'une immensité qui défie l'entendement. On parle ici de milliards, d'aucuns diraient même de milliers de milliards, de galaxies en mouvement, chacune regorgeant d'un nombre presque incalculable d'étoiles. Certains chercheurs qui étudient la forme de l'univers suggèrent que son diamètre pourrait s'étendre sur près de 7 milliards d'années-lumière. D'autres avancent qu'il pourrait même être infini. Pourrait-il exister encore autre chose? Eh bien, il y a des théories scientifiques qui explorent la possibilité que des univers existent aux côtés, au-delà, ou même en reflet d'une autre. Ces intrigantes hypothèses de multivers et de mondes parallèles se mêlent souvent à d'autres concepts scientifiques plus familiers comme le Big Bang, la théorie des cordes et la mécanique quantique. Pour que nous puissions comprendre ce qui se trouve là-bas, nous devons nous rapporter à des notions dont nous sommes un peu plus certains, n'est-ce pas? Remontons l'horloge cosmique d'environ 13,7 milliards d'années. Tout ce que nous sommes capables d'observer aujourd'hui était comprimé en une minuscule singularité. Puis, si la théorie du Big Bang dit vrai, il y a eu un grand boom. L'univers s'est étendu partout à une vitesse supérieure à celle de la lumière, le tout en moins d'une seconde. La manière dont il serait né a amené certains chercheurs à réfléchir à l'existence de plus d'un univers. Ils se demandent si cette croissance soudaine est achevée par tout au même moment. Alors que cette expansion semble se limiter à l'univers observable, l'inflation cosmique pourrait encore se poursuivre dans d'autres recoins mystérieux du cosmos. Certains physiciens théoriques prétendent que lorsque l'inflation s'achève à un endroit, un nouvel univers en forme de bulle se formerait quelque part. Mais voilà le hic, vous ne pouvez pas simplement sauter d'une bulle à l'autre comme des touristes intergalactiques. Ces univers distincts se dilateraient indéfiniment, et leurs bords s'éloigneraient de nous plus vite que la lumière ne peut voyager. Et c'est là que les choses deviennent encore plus déroutantes. Mettons que nous parvenions d'une manière ou d'une autre à atteindre le bord de notre bulle locale, et que nous rencontrions l'univers suivant. Eh bien, ces mêmes physiciens mentionnent que l'univers voisin pourrait varier du tout au tout. Les lois de la physique pourraient y être complètement différentes, ce qui en ferait un endroit des plus étranges. Suivant la même idée, certains disent que dans ce vaste multiverse fait de boules, il pourrait y avoir d'autres formes de vie semblables à la nôtre. Le problème, c'est que nous éloignons de l'es à chaque instant qui passe, et que nos chemins ne se croiseront jamais. D'autres chercheurs tentent d'établir un lien entre ces univers parallèles et la mécanique quantique. Il s'agit essentiellement des mathématiques complexes qui régissent de minuscules particules. Selon cette mécanique, ces particules pourraient exister dans plusieurs états à la fois. On appelle cela la fonction d'onde, qui recèle toutes les options les plus folles. Mais il y a un bémol. Lorsque nous observons ces particules, nous ne voyons jamais qu'un seul résultat. C'est comme si l'univers ne cessait de jouer à cache-cache avec nous. Il existe également une théorie, appelée théorie des mondes multiples, qui dit que chaque fois que nous observons un résultat, un autre univers apparaîtrait où un résultat différent se serait manifesté. Ainsi, notre univers se comporterait comme un arbre gigantesque, se ramifiant constamment en d'innombrables versions de lui-même. Ces univers alternatifs ne peuvent pas se rencontrer. Et vous ne sauriez donc jamais s'il n'y a pas un tas d'autres vous, vivant des vies légèrement, voire totalement différentes. Cette théorie des mondes multiples est pour le moins audacieuse et aussi difficile à prouver qu'à réfuter. Ce qui est tout, sauf idéal pour la science, car les scientifiques ont besoin de tester et d'éprouver leurs idées. Mais s'il y a un espace infini là-bas, pourquoi n'y aurait-il pas également d'univers infini ? Essayez d'imaginer l'univers comme une immense aire de jeu cosmique. Des spécialistes pensent que s'il est effectivement sans fin, alors il n'y a qu'un nombre limité de façons dont ces composants peuvent s'agencer. En bout de compte, ils doivent forcément répéter certains schémas. Si cela est vrai, alors il est possible qu'il y ait quelque part une autre version de vous, vivant exactement la même vie, y compris ce que vous avez mangé la veille au petit déjeuner.
avons-nous déjà eu la moindre preuve de l'existence de ces prétendus univers parallèles? Eh bien, certains disent que oui. Avez-vous déjà entendu l'histoire du mystérieux homme de Taured? C'est l'histoire d'un homme qui s'est retrouvé dans un aéroport japonais et affirmait venir d'un pays totalement inconnu, baptisé Taured. Certains pensent que cet homme était un voyageur temporel, tandis que d'autres y voient la preuve qu'il venait d'un univers diamétralement différent. Aussi tentant qu'il puisse être de croire à cette histoire, le problème est ce lieu appelé Taured. Il y a une raison pour laquelle vous n'en avez jamais entendu parler. C'est qu'il n'y a pas de Taured sur la carte. Que ce soit de nos jours ou dans les années 50, lorsque tout cela s'est reproduit. Après l'incident à l'aéroport, l'homme s'est tout simplement volatilisé un jour après son arrivée au Japon. Pouf, disparu à tout jamais. Revenons à ce jour fatidique de juillet 1954, où l'homme de Taured est censé avoir atterri à Tokyo. On l'a décrit comme un homme barbu, s'exprimant en français. Rien de très extravagant jusqu'ici, n'est-ce pas? Mais en fonction de qui raconte l'histoire, les choses commencent à diverger un peu. Selon une version, quand l'homme a donné son passeport afin qu'il soit tamponné, l'officier japonais n'en a pas cru ses yeux. Bien qu'il ait pu sembler authentique, le pays indiqué de Taured n'était connu de personne, pas plus de l'officier que des autres fonctionnaires. Naturellement, on a convié le visiteur à un petit interrogatoire. Dans une autre version, l'homme aurait annoncé de but en blanc qu'il venait de Taured et montrer son passeport quand personne ne l'a cru. Notre homme de Taured a ensuite cherché à convaincre les autorités que sa patrie existait bel et bien. D'après lui, Taured se serait situé quelque part entre la France et l'Espagne et aurait existé depuis près de 1000 ans. Pour le prouver, il aurait même pointé sur la carte une région correspondant à la principauté d'Andorre. Évidemment, le mystère n'a fait que s'épaissir. Les autorités ont donc décidé de placer l'homme en détention, soupçonnant qu'il pourrait y avoir anguille sous roche. On l'a logé dans un hôtel à proximité pour la nuit, mais non sans stationner 2 gardes devant sa chambre pour garder l'œil dessus. Pouvez-vous deviner ce qui s'est passé ensuite? Roulement de tambour, s'il vous plaît. Lorsque les agents se sont présentés le lendemain matin, prêts à poursuivre leur enquête, l'homme avait disparu sans laisser de traces. Aucun signe d'évasion, et pour rendre les choses encore plus troublantes, tous ces documents avaient aussi mystérieusement disparu. Et si cet homme de Taured était un voyageur temporel ou un aventurier intergalactique? Certains sont même allés jusqu'à échafauder des théories dignes de la science-fiction pour expliquer cet étrange événement, et vous n'allez pas croire le nombre de gens sur Internet qui l'ont interprété comme une preuve de l'existence de réalités alternatives. L'une des hypothèses les plus étranges suggère que l'homme aurait accidentellement trébuché dans une dimension parallèle et terminé dans cet aéroport japonais. Dans son univers d'origine, il y aurait une Terre tout comme la nôtre. Mais à la place d'Andorre se trouverait le pays de Taured. Une autre idée voudrait que l'homme ait été un voyageur venu du futur. Désolé de vous l'annoncer, mais l'explication la plus probable à toute cette histoire d'homme de Taured est que l'imagination de quelqu'un se soit emballée. Comme il existe de nombreuses versions du même récit, il est probable que les gens n'aient cessé d'y ajouter des détails extravagants pour le rendre plus sensationnel. Toute l'histoire s'est simplement transformée en légende urbaine, et il n'y a que peu, ou pas, de raison de croire que nous ayons un jour croisé un voyageur temporel, ou un autostoppeur intergalactique sur notre bonne vieille Terre. Cela fait maintenant plus d'1 an que le télescope James Webb, dont la construction aura pris plus de 20 ans, a été lancé. Et, au cours d'un laps de temps relativement bref, ce matériel ultramoderne, et le plus perfectionné de l'histoire, a déjà permis de nombreuses découvertes. En observant l'univers dans l'infrarouge, James Webb nous permet de voir des choses qu'aucun autre télescope n'avait jamais montrées auparavant. L'objectif principal de cet incroyable appareil est d'étudier la formation des galaxies et des étoiles qui sont apparues dans l'univers primordial. Par exemple, observons la pouponnière d'étoiles la plus proche de nous. C'est une région de l'espace où naissent de nouveaux astres. La NASA a partagé ce cliché saisi par le télescope, qui nous montre une petite région de formation d'étoiles. Si vous regardez attentivement l'image, vous apercevrez les jets de matière produits par les étoiles naissantes. Autour d'eux, des nuages de poussière cosmique de différentes couleurs se mêlent les uns aux autres. C'est une vue fascinante. La poussière rouge est constituée de molécules d'hydrogène. On peut également remarquer que certaines étoiles présentent quelque chose de semblable à des ombres. Celle-ci indiquait la création de ce qui deviendra plus tard des planètes. À première vue, l'image peut sembler très chaotique. Mais les astronomes affirment qu'il s'agit là d'une pouponnière d'étoiles relativement petite et tranquille par rapport à certaines autres.
De nombreuses jeunes étoiles sont de taille similaire à notre Soleil, ou un peu plus petites. La photo elle-même a été prise à l'aide de la caméra proche infrarouge de James Webb. C'est la caméra principale du satellite, capable de prendre des photos du cosmos dans 2 différentes gammes d'infrarouge. Une autre incroyable découverte faite par le télescope James Webb est celle de molécules de fumée dans une galaxie très lointaine. C'est la première fois que de telles molécules sont découvertes aussi loin de notre planète. La galaxie en question se situe à 12,3 milliards d'années-lumière de la Terre. Elle s'est probablement formée environ 1,5 milliard d'années après le Big Bang. Malgré l'immense distance entre cette galaxie et notre planète, les scientifiques sont parvenus à détecter des composés chimiques habituellement présents dans la suie ou dans la fumée. Et cette découverte n'est pas des moindres, car elle a repoussé le record de détection de telles molécules complexes d'environ 1 milliard d'années. Cette étude a également confirmé l'incroyable potentiel de l'équipement spatial le plus avancé de notre époque. En effet, il est parvenu à faciliter cette découverte en dépit du fait que le spectromètre nécessaire aux mesures ait été endommagé suite à une dégradation aussi soudaine que surprenante. Le télescope James Webb a également contribué à notre compréhension des exoplanètes. Il s'agit de ces planètes qui orbitent autour d'étoiles autres que notre propre Soleil. C'est au début de l'année 2023 que l'Observatoire spatial a repéré sa première exoplanète, LHS 475b. Elle se situe à 41 années-lumière de la Terre et a à peu près la même taille que notre planète. Selon la NASA, James Webb serait à l'heure actuelle le seul télescope en service permettant de catégoriser l'atmosphère d'exoplanètes d'une telle taille. L'équipe de chercheurs à l'origine de cette découverte estime que ces résultats ne font que souligner la précision du télescope. Ils espèrent qu'il nous aidera à localiser de nombreuses autres exoplanètes rocheuses que nous pourrions être en mesure de coloniser dans le futur. Même si, à première vue, il peut sembler que l'univers soit assez vide, c'est en réalité un endroit très animé. Et James Webb dispose de tous les instruments nécessaires pour observer l'incroyable variété d'événements cosmiques qui s'y déroulent. Regardez simplement cette photographie de WR124. C'est une étoile à l'aube de sa propre destruction. Sur cette photo, l'étoile est sur le point de se transformer en supernova. Cela se produit lorsqu'un astre épuise tout son carburant et implose à la fin de son cycle de vie, libérant un immense nuage de poussière spatiale et de gaz ardent dans l'espace. L'étoile saisie par le télescope est une étoile dite de Wolf-Rayet. Il s'agit de la période de la vie d'une étoile où elle perd ses couches externes avant de devenir une supernova. Une autre chose étonnante découverte par James Webb est un hybride d'étoiles et de planètes qui présente des nuages très bizarres. Ce corps étrange est en réalité une naine brune, baptisée VHS 1256b. Ces dernières sont plus grandes que des planètes, mais trop petites pour être considérées comme des étoiles. Elles émettent une lumière qui leur est propre et sont assez chaudes. Mais leur masse n'est tout simplement pas suffisante pour produire la fusion de l'hydrogène en hélium, comme le font les étoiles à part entière. Les corps célestes de ce type ne sont pas réellement bruns. Ils se déclinent dans une large gamme de couleurs, mais celles-ci sont essentiellement invisibles à l'œil humain. Ce que nous pouvons voir, c'est la lumière qu'ils émettent, et pour nous, elle semble être de couleur orange foncé ou magenta. La naine brune, découverte par James Webb, représente presque 20 fois la taille de Jupiter. Elle orbite autour de 2 naines rouges, et pour accomplir cette orbite, elle a besoin d'un peu plus de 10 000 ans. Les astronomes ont découvert cette exoplanète singulière en 2016. Mais à ce moment-là, ils ne l'ont pas considérée comme une naine brune, et, par conséquent, étaient incapables d'expliquer sa mystérieuse lueur rougeâtre. Maintenant, grâce au télescope, ils connaissent l'origine de cet objet spatial. Enfin bref, revenons à ces nuages. Comme vous le savez, les nuages sur Terre sont composés de vapeur d'eau. Mais ceux de la naine brune sont bien différents. Ils semblent être faits de sable. Il a beau ressembler au sable de notre bonne vieille Terre, mais ce n'est en fait pas le cas. Ces nuages sont constitués de minuscules particules de silicate. Une autre découverte récente concerne plusieurs grandes galaxies que les scientifiques pensent être nées peu de temps après le Big Bang. Elles n'étaient pas censées se trouver là, et personne ne s'attendait à les découvrir. Mais le télescope spatial James Webb, lui, les a repérées. Ces galaxies, aussi massives que notre Voie lactée natale, sont pleines d'étoiles matures rougeoyantes. Les astronomes ont analysé la lumière qui en provenait et ont estimé leur âge
5 à 700 millions d'années après le Big Bang. Cela signifie qu'elles sont apparues alors que notre univers était encore très jeune, pratiquement un bébé. Mais le plus étrange dans ces galaxies, c'est leur taille colossale et l'âge des étoiles qui y résident. Les données collectées par le télescope ne correspondent pas à notre conception préalable de l'univers et de son évolution première. Elles ne correspondent pas non plus aux observations précédemment effectuées par le télescope Hubble. Et ici, James Webb a photographié une zone reculée de l'espace avec un niveau de détail inégalé. Cette région est connue sous le nom d'amas de Pandore. Sur l'image, on peut observer 3 énormes amas galactiques qui se rassemblent pour former un superamas. La masse combinée de ceux-ci gît comme une puissante lentille gravitationnelle. Et grâce à cet effet naturel de grossissement, les scientifiques peuvent observer d'autres galaxies de la région. Les astronomes affirment que ces images les plus récentes de l'amas de Pandore sont les plus détaillées qu'ils aient jamais vues. James Webb a également réussi à repérer des milliers de jeunes étoiles encore jamais observées auparavant, dans la nébuleuse de la Tarentule. Cette formation cosmique doit son nom aux filaments de poussière repérés tout autour dans des clichés précédents. C'est la plus grande région de formation d'étoiles du groupe local, lequel comprend les galaxies les plus proches de la Voie lactée. Les images du télescope James Webb nous ont considérablement éclairés sur la composition de cette nébuleuse. Il y a également détecté des proto-étoiles, de très jeunes astres en train de gagner en masse. Les astronomes s'attendent à ce que ces proto-étoiles finissent par se former tout à fait, façonnant encore davantage la nébuleuse. Parmi les autres découvertes effectuées par le télescope James Webb, on compte la naissance de 50 étoiles lointaines. Certaines d'entre elles présentent des disques protoplanétaires qui pourraient plus tard former des systèmes solaires à plusieurs années-lumière de notre propre système. Voici une autre photographie de James Webb. On peut y voir un trou noir supermassif, d'une masse équivalente à celle de 9 milliards de soleils. Il est si ancien et si proprement gigantesque que les scientifiques ont bien du mal à expliquer son existence. Les astronomes ont également découvert un anneau lointain de poussière, de roches et de gaz qui contient un composé chimique appelé méthylium. Il est connu comme l'un des blocs de construction de la vie à l'échelle moléculaire, et on le retrouve dans la plupart des matières organiques de notre planète. James Webb a également aidé les chercheurs à observer de puissantes tempêtes de sable sur une planète située à 378 000 milliards de kilomètres de distance. Les astronomes étaient ravis de découvrir ce véritable coffre au trésor, rempli de nombreuses particules de sable microscopiques. Et maintenant, observez ceci. Vous reconnaissez cette image? Il s'agit des piliers de la création. Mais ce nouvel angle nous montre à quel point cette région poussiéreuse est véritablement étoilée. Vous pouvez comparer cette nouvelle photo avec celle prise par Hubble en 2014. C'est une preuve flagrante de nos progrès scientifiques.